Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 3 novembre 2021. Il est pratiquement 20 heures. Je vais vous lire la clause de non-responsabilité relative à ce qu'on ne doit pas dire à la Cache Fondation. Le support d'information et d'éducation présenté dans ce document est destiné à apporter une meilleure compréhension et permettre un échange autour du travail des GANS. Ces informations ne sont pas destinées à se substituer à un traitement médical ni à l'expérience ou au jugement des professionnels de la santé. Pour les patients et les particuliers, ces informations ne doivent pas se substituer aux conseils ou recommandations des professionnels de la santé, thérapeutes ou autres praticiens. Pour les soins médicaux ou les préoccupations, y compris les décisions relatives aux médicaments et autres traitements, les lecteurs, spectateurs, auditeurs doivent toujours consulter leur médecin ou, dans les cas graves, demander l'aide immédiate des services d'urgence. Les informations portant sur les prescriptions, les procédures et l'utilisation des dispositifs médicaux doivent être fournies uniquement par du personnel médical qualifié et agréé. Nous déclinons formellement toute responsabilité directe ou indirecte, y compris les responsabilités liées à la commercialisation ou à une utilisation spécifique. Cette information est fournie telle qu'elle et est considérée comme correcte au moment de sa publication. Mais il appartient au visiteur d'évaluer l'exactitude de toute information trouvée dans cette présentation. Chaque cas traité est le résultat de sa propre expérience appliquée par lui-même pour lui-même et s'applique à son propre cas seulement. Toute personne connaissant des problèmes de santé doit consulter un médecin et suivre le traitement prescrit par le médecin. Les processus d'équilibrage du plasma décrits ici sont un processus naturel qui soutient le corps, mais ils ne se substituent pas aux conseils médicaux ou aux thérapies auxquelles on est déjà soumis. Voilà. Quand je lis ça, ça me fait, j'ai un petit rictus quand même. Je passe la parole à notre cher ami Aviram avec grand plaisir. Mer- Merci, Joël. Je voulais juste dire la même chose que Ouais, heureusement, on est en plein voie d'apprendre comment écouter tout ce qu'on écoute sur le niveau matériel, bien sûr, mais c'est aussi sur le niveau de l'âme. oui, oui, oui. Et là, le message est pas exactement le même, je dirais. Exactement. On est d'accord, on est tous en phase. Super. Ça fait longtemps que je le pense, mais bon, je n'osais pas le dire, et puis là, je suis en pleine forme et je le dis. Oui, c'est bon. Moi, je Voilà. pense la même chose. D'une façon, j'admire quelqu'un qui peut chaque semaine lire exactement les mêmes mots et ça doit être live, c'est-à-dire on peut pas juste jouer un enregistrement d'une chose. Exactement. Exactement. Ouais. À toi, mon ami. Merci. Donc, bienvenue à cette multiplication qu'on va faire ensemble pour influer effectivement, efficacement sur la conscience globale. Je ne sais pas si vous avez eu cette nouvelle, j'ai comme pas pensé à la mettre. Lundi passé, le 1er novembre, il y avait une très grande concentration collective de Hélène Laporte de la science de Eden sur il y avait comme deux parties. Une partie, la remise à la norme sur le niveau écologique de la Terre, qui est très important, mais aussi une mise à la norme sur le niveau social et sociopolitique et tout ça de la planète. Peut-être vous avez eu connaissance de ça. Sinon, je ne crois pas que j'ai le droit de le diffuser parce que fallait s'inscrire. C'était gratuit et le replay est seulement pour les gens qui ont participé. Donc, on va attendre un peu. Si ça apparaît dans YouTube, je vais vous faire part. Sinon, Hélène est comme hyperactive, comme Monsieur Kush. Elle fait, elle a fait une série sur les finances. Elle a fait une série sur la normalisation psychologique. Et ça, j'aimerais vous présenter à un moment donné quand on va avoir le temps. Donc aujourd'hui, c'est un peu en retard, mais quand même, la séance de Halloween, sois prêt, le titre reflète ça, sois prêt à mourir si tu veux voler. Ça, c'est la traduction française. En anglais, ça rime même.
You better be ready to die if you want to fly. En français, j'ai pas trouvé le rime, donc ça va aller sans poésie. Peut-être sans poésie en termes de rime, mais avec d'autres poésies. On va commencer avec les... vous voyez sur l'image votre tombe qui est nécessaire quand vous, métaphysiquement parlé, hein, bien sûr, quand vous voulez voler, parce que c'est le contenu de la séance du jeudi passé. M. Kesh a dit clairement la liaison ou la parallèle entre qu'est-ce qui se passe quand on vole avec l'âme et qu'est-ce qui se passe pendant la mort physique. Plutôt, non, ne pas sur un niveau plasmique, c'est-à-dire physique nucléaire, genre, mais plus sur un niveau psychologique, qui c'est un niveau qui est beaucoup plus accessible, je crois. En tout cas, pour Aviram, c'est beaucoup plus accessible que la physique nucléaire. Il n'aime pas la physique nucléaire, donc il fait pas d'effort pour la comprendre. Voilà. Et vous voyez sur l'image aussi, à part de votre tombe, You Are Here, il y a notre nouveau mascotte, Superwoman, qui apparaît, semble-t-il, pour la 3e fois ensuite. Donc, les nouvelles, la très, très bonne nouvelle, la KFSSI, Kesh Foundation Spaceship Institute, l'Institut spatial de la Fondation Kesh, est devenu université agréée. Et actuellement, cette université KFSSI s'appelle, est en train de chercher des capacités de scientifiques et technologiques qui voudraient collaborer au développement des nouvelles technologies complètement paisibles du futur. Peut-être nous, lorsqu'on travaille pour la multiplication, on va devenir aussi d'une façon agréée. Ça serait pour moi très plaisant parce que je pourrais facilement avoir la résidence temporaire au Guatemala et ne plus avoir besoin de sortir tous les 3 mois. Si j'ai ça, j'ai demandé ça à la Fondation Kesh et ils sont trop occupés, donc j'ai pas de réponse. Mais avec les autres, donc ils ont demandé officiellement à des instituts spatials, aéronautiques, design et fabrication, technologie des États-Unis, Chine, Russie, Iran, Brésil, Inde, mais pas à l'Europe, parce que M. Kesh a dit l'Europe, d'abord, cette Union européenne, doit régler ses relations avec ce type de roi de Belgique. Donc, on va attendre si eux, qu'est-ce qu'ils trouvent plus important, de travailler pour la paix ou de se rallier avec un pédophile. Ensuite, il y a une nouvelle vidéo promotionnelle de la unité d'amélioration horizontale. Elle est très bien faite. Vous voyez vraiment la vraie chose. C'est pas un 3D truqué ou photoshopé. C'est vraiment qu'est-ce que c'est en réalité. L'étoile que vous voyez sur le diapo contient le lien. Si vous cliquez, ça vous amène tout de suite à la place du Knowledge Seeker Workshop où Rick a joué cette vidéo-là. Ensuite, le reste de la science, M. Kesh a continué à parler comment ça marche, surtout au niveau des conséquences
des unités de vol. Alors, vous vous rappelez, il y a deux. Il y a cette unité que vous voyez en haut, qui a l'air comme un œuf ou une pilule, une capsule. Ça, c'est l'unité de vol, je dirais, fusicoïde. Donc, on peut la utiliser si on a trop peur ou on n'est pas prêt à utiliser l'autre unité que vous voyez en bas, l'unité verticale d'amélioration, qui est uniquement dédiée à faire voyager les gens par leur âme. Il a réitéré comment ça fonctionne. La téléportation est basée sur un équilibre des champs des âmes, c'est-à-dire l'âme de la forme physique, ce qui équivaut la personnalité, le mental, tout ce que nous appelons à l'instant nous et notre âme. Donc, cet équilibre est nécessaire pour faire marcher cette technologie-là. La deuxième partie, cette technologie, ou sur ce niveau, quand on se rappelle de la dernière multiplication, quand cet équilibre est instauré, le code devient automatiquement et par force invisible, donc suspendu sur le plan matériel. Pourquoi? Parce que son champ est complètement identique à l'environnement et de cette manière-là, il devient invisible. Ensuite, une fois il est, entre guillemets, rendu sans aucun temps au point de la manifestation à la destination, il va se remanifester selon les conditions de l'environnement, de la destination et le souhait de l'âme. Voilà, ça c'est comme en deux phrases comment ça fonctionne. C'est l'équilibre entre l'âme de la forme physique et l'âme tout court nous donne accès à cette technologie et ensuite au point de la destination, la rematérialisation se fait par l'interaction de notre âme, encore une fois, et l'environnement, l'inertie en fait de l'environnement qui a probablement changé si on veut quitter la planète Terre. À ce moment, il y a plein de fautes d'orthographe d'Aviram. Oh, Aviram était un peu malade. J'ai trouvé une très bonne excuse. Aviram était crevé pendant 24 heures complètement. Et pendant ce temps, il a quand même travaillé sur le truc et pour ça, il y a comme quelques imperfections. Est-ce que Aviram veut être parfait? Mais non, il ne veut pas être parfait, surtout pas. Il aime plus être parfaitement imparfait. Comme vous d'ailleurs, j'imagine. Hein? Donc, quand on a compris ça, on peut déduire très directement qu'on n'a pas besoin d'une autre unité d'amélioration au point de la destination. Pourquoi? Parce que dans la première unité, cette unité comme arrange ou produit un équilibre pour notre âme de la forme physique et notre âme. Et dans cet environnement, nous apprenons comment ça se sent, comment, comme le côté affectif, émotionnel, sentimental de cet équilibre-là. Et à ce moment-là, la seule chose est que ça va faire que nous avons appris à ce moment-là comment le produire nous-mêmes. On n'a pas vraiment besoin d'apprendre quoi que ce soit pour être vrai parce que c'est plutôt, ça fonctionne pas pour l'instant. Nous ne pouvons pas le faire là, à quelques exceptions, peut-être Monsieur Kesh, Grigori
et peut-être quelqu'un de vous, je ne sais pas. Aviram ne le peut pas encore. Pourquoi? Parce que son libre arbitre est complètement encore trop sous l'emprise des fausses croyances de la conscience collective. Et pour cette raison-là, nous faisons la multiplication pour élever la conscience collective et effacer ou remplacer les fausses croyances par des vraies connaissances. Et dans la même ligne de pensée, je trouvais c'est très, très compassionné de M. Kesh et de la Fondation Kesh et de la KFSSI de nous présenter 2 unités de vol parce qu'il y a sûrement quelques-uns de nous qui sont prêts à voler avec leur âme, qui sont comme tellement ravis de le faire qu'ils peuvent presque plus attendre le 6 juin. Et il y a une autre partie de nous qui sont pas encore rendus là. Et eux, ils veulent aussi voyager sur la Lune et pour ça, ou autre endroit, et pour voyager sur la Terre, oui. Et pour ça, ça va se passer avec la deuxième unité, celle qui a la forme d'un œuf, pour qui oblige pas la sublimation, j'aurais dit, comme la suspension du corps physique pendant le voyage. Comment ça se fait exactement? Je ne sais pas parce que de l'autre côté, je comprends pas comment on veut envoyer un corps intact à travers une très grande distance sur le plan matériel, évidemment, dans quelques secondes. Monsieur Kesh n'a pas encore expliqué ça, ou il l'a expliqué et Aviram n'a pas compris. Donc ça, c'est une question qui reste ouverte pour moi. L'autre, je crois, nous avons très bien compris comment ça fonctionne le voyage par l'âme et on s'y prépare. Dans le contexte, il a dévoilé un autre petit aspect important pour la transmutation, transportation, téléportation, qui il appelle encapsulation parfaite. L'encapsulation parfaite se fait selon les 2 stades A et B que vous voyez sur l'image en bas. Dans le A, la sphère rouge symbolise notre âme. Toutes les sphères colorées qui ne sont pas jaunes, j'ai dit rouge, ça veut dire jaune, tout ce qui n'est pas jaune sont des âmes collectives, des composants de notre système. Ça veut dire que quand le corps est visible, toutes ces âmes de la forme physique, si vous voulez, sont ils sont un peu du confinement ou de la ceinture de la âme de l'âme, font comme des protrusions, je peux les imaginer comme ça. Et de cette manière, le corps, avec tous ses composants, se manifeste sur le plan matériel. Pendant, dans la condition inverse, quand toutes les... tu peux parler moins fort? Barsha! Barsha! S'il te plaît. Alors, dans le cas contraire, mais tu peux me répondre? Je suis au téléphone. Voilà, ça c'était Barsha et Aviram Live.
Ensuite, alors dans le processus inverse, quand on veut suspendre la forme matérielle, il y a l'âme retracte les différentes âmes de la forme physique à son intérieur. Et à ce moment, les protrusions disparaissent et le corps, sur le plan matériel, est en suspension. L'image C, pendant que je faisais les deux autres images, je pensais tout à coup, est venue dans mon esprit l'image schématique du virus corona, qui est l'image C, et ça ressemble un peu beaucoup à ce qu'on vient de dire. Donc peut-être, j'ai pensé que le coronavirus, même par sa forme, contient des messages importants pour nous et notre transition. Ensuite, M. Kesh disait, la seule chose que l'homme peut emporter avec lui lors de ses voyages dans l'espace est le souvenir de ce qu'il avait sur la Terre. Et vous voyez sur le diapo une valise vide. Donc, il a dit, même si vous voulez, parce que amener des choses qui vous sont très chères, comme par exemple votre camisole ou robe préférée, votre gâteau préféré et votre façon de toucher votre bien-aimé, vos enfants, vos parents, vos amis, et la façon comment vous voulez être touché parce que nous sommes habitués à des sensations assez précises. Qu'est-ce que ça nous fait lorsque nous sommes touchés d'une façon aimable? Ça se peut très facilement que sur le point de destination, tous ces sentiments ne seront pas possibles de la même façon. Tout d'abord, la camisole et le gâteau ne peuvent pas se matérialiser dans un environnement où il n'y a pas des acides aminés. Parce que les acides aminés requièrent l'oxygène. Donc, déjà sur la Lune, il n'y a pas de camisole et il n'y a pas de gâteau. Et même si on arrive à téléporter la valise avec nous, à la destination, on est très content, on rematérialise un corps qui est comme nouveau ou inhabituel ou pas. Et là, on veut ouvrir la valise et ah non, il n'y a rien. J'ai amené toutes ces choses et il n'y a rien. Pourquoi j'ai amené la valise d'abord? Voilà, ça arrive. Et quand on rematérialise, quand le corps se rematérialise selon des conditions d'inertie du nouveau environnement, ça va faire que le corps va être très différent de notre corps. Parce que si, par exemple, il n'y a pas de carbone ni d'oxygène, et seulement hydrogène et nitrogène, ça manque la moitié pour faire des acides aminés. Donc, d'avoir à ce moment-là un corps avec les acides aminés, probablement pas. Et un corps sans acides aminés, il va peut-être être plus minéral ou plus euh, comme un équivalent des acides aminés, mais à base d'autres éléments. Et à ce moment-là, on ne peut pas s'attendre que le toucher va être le même. On ne peut pas s'attendre que d'être touché va sentir la même chose. Admettons, vous avez 25 tentacules, vous volez dans les airs,
et vous flottez comme dans les airs et votre peau est brillant comme inox, comme des aciers inoxydables, chromés. Alors, si quelqu'un touche ça, le sentiment d'être touché va aussi être différent. Donc, on peut comme rien amener à la nouvelle destination. Et ça prend que on fait un effort très particulier. Et ça va aussi donner que beaucoup d'entre nous seront déçus quand ils verront qu'il ne reste rien dans leur valise à la destination. Ça veut dire si le plus il est important d'amener les choses, incluer la chose de notre corps et les corps de ceux qui nous sont chers. Le plus que ça, c'est important, vraiment important pour nous, le plus la chance va être là qu'on peut être très déçu au point qu'on ne veut même pas y aller. Ça se peut. Et là, il faut faire comme un travail si on veut quand même. Notre ami ou maître Osho, il avait comme une histoire de Mullah Nasruddin, qui est un maître soufi qui est venu dans un village et il avait cette particularité qu'il ne parlait pas pour enseigner vraiment, mais il propageait ses enseignements par des actions ou par des expériences vécues pour les gens. Donc, ils arrivent dans un petit village de, je ne sais pas, 150 personnes. Tous les gens, après le travail, ils se rassemblent sous le baobab arbre et ils se assis par terre et pour écouter Mullah Nasruddin. Et Mullah Nasruddin, il dit, asseyez-vous pas, on va aller tout ensemble à la gare, parce que ce petit village avait quand même une gare rurale, petite gare, avec une hall pour acheter des billets et tout ça. Donc, tout le monde se lève et la procession se fait à la gare qui n'est pas très loin. Une fois rendu à la gare, il a dit avant, amenez de votre maison une valise avec toutes les choses que vous ne voulez plus avoir. Ça, j'ai oublié. Donc, il a dit ça avant et il a dit, on se donne rendez-vous dans 15 minutes dans l'hall d'entrée de la gare. Alors là, après 15 minutes, il marche très lentement, il se rend, tout le monde se rend. Et tout le monde est venu avec une valise ou un sac ou un backpack ou quelque chose où il y avait des choses dedans que la personne ne voulait plus avoir, voulait se débarrasser. Là, il dit, on va faire un jeu avec ça. Vous allez tous être capables de vous débarrasser de vos problèmes, on peut dire, des choses que vous ne voulez pas avoir, vous ne voulez plus avoir, au même temps. Et pour faire ça, parce qu'on sait que nous sommes tous différents, donc une chose qui est que quelqu'un veut se débarrasser, c'est de grande valeur pour une autre personne. Donc, on va faire ça comme ça. Tout le monde va mettre sa valise, on fait un grand cercle et tout le monde va mettre sa valise à l'intérieur, au centre du cercle. Alors là, faites ça. Là, tout le monde est allé, ont déposé leur valise et ils sont revenus dans le cercle. Et Mullah a vu que chacun, comme regardait le contact avec sa valise. Et là, Mullah riait déjà, mais il disait rien. Il dit, très bien, vous avez très bien fait ça. Et maintenant, je vais compter jusqu'à 3.
Sur 3, vous allez tous y aller et vous pouvez prendre n'importe quelle valise. Et vous pouvez être sûr que la valise que vous allez prendre, si vous laissez vous guider par votre âme, ça va être la valise qui est exactement pour vous. Vous êtes prêts? Oui, 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 oui. OK, là, il a dit 1, 2 et 3. Tout le monde se précipite, tout le monde prend une valise et revient dans le cercle. Ça prend pas de temps. Et Moulin Nasr rit beaucoup encore. Pourquoi? Parce que chacun a pris sa propre valise. Parce que personne faisait confiance que, mais dans les autres valises sont des choses que les autres veulent se débarrasser. Ça doit être pire que ma valise. Donc, je suis en fait mieux avec mes problèmes que d'acheter des problèmes des autres qui, oui, genre théoriquement peuvent être pas de problème pour moi, mais on ne sait jamais. Non, non, non. Pour être sûr, je vais garder mes problèmes. Vous voyez, déjà sur ce niveau des problèmes et des choses qu'on veut se débarrasser, il y a déjà un attachement et c'est peut-être difficile à laisser aller ça. Ensuite, notre expérience pour sentir plutôt qu'est-ce que M. Kirsch veut nous enseigner avec ça, c'est vous êtes tous des scientifiques du plasma et aussi des scientifiques de Eden. Nous sommes tous des scientifiques du plasma de Eden. Et c'est probablement arrivé à nous tous que par notre enthousiasme pour cette nouvelle science, et c'est bien fait, on parle à nos amis. Et parmi nos amis, il y a sûrement des exemplaires amis qui n'ont pas entendu parler de la science de Eden ni de la science du plasma auparavant. Donc, nous sommes arrivés de parler de GANs, des patchs, des magraphes, des réacteurs, des magraphes et récemment des unités de vol et tout ça. Et la réaction des gens peut être comme cette jolie jeune femme que vous avez vue tout de suite, ça passe tout droit par-dessus leur tête. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de connaissances, ils ne peuvent pas comprendre et ce qu'on réclame que cette technologie peut faire, c'est tellement inhabituel et miraculeux que mais ça n'a pas de sens, on ne peut pas croire, on ne peut même pas comprendre ça. Et ça peut aussi être un manque d'éthique, ça je ne suppose pour aucun de vos amis, non, 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 non. Mais pour les politiciens, peut-être ça peut s'appliquer aux des chefs d'entreprise, chefs militaires, toutes sortes de chefs. Déjà, pour devenir chef, ça prend d'une façon d'être pas vraiment éthique, parce que si on est très éthique, on a compris que il y a qui suis-je pour donner des ordres à quelqu'un d'autre? Bon. Alors, si j'ai vécu une vie sans éthique parce que j'aime donner des ordres aux autres et j'aime aussi peut-être satisfaire mes besoins de pouvoir et de mon bonheur personnel, on va dire, sur le dos de l'autrui. Si j'ai vu une vie comme ça, je peux aller dans une unité verticale, par exemple, pour me déplacer de Beijing à New York dans 3 minutes. Alors, je rentre dans la capsule, la porte ferme,
tout le monde observe parce que je suis une personne très connue. Je suis le président de la République. Alors, à ce moment-là, tout le monde regarde les caméras de télévision également. Après, comme 2 minutes, la porte ouvre et le président est encore là comme avant, avec un visage, une expression un peu décomposée, on peut dire. Parce qu'il avait quand même une introduction et il a compris, ah shit, mon âme ne veut pas me faire ça parce que je ne l'écoute pas mon âme, je fais toujours ce que je veux qui est la plupart du temps contre mon âme, donc je ne mange pas, hein, comme la bonne femme sur l'image. Ou un autre exemple que M. Kesh donne, qui est surprenant, il y a déjà des cas où au moins une personne voulait acheter un billet pour 250 000 € sur le site du magasin de la Fondation Kesh. Elle n'a pas reçu de billet. Et j'imagine, parce que la Fondation Kesh est quand même très éthique, ils n'ont pas accepté le don de 250 000 € non plus. Donc, la transaction ne se faisait pas. Et dans ce contexte, à cette expérience vécue, a true story, une vraie histoire, M. Kesh dit, ce que vous voulez n'a pas vraiment d'importance. Vous voyez? La vraie question est-ce que votre âme, est-ce qu'elle est prête pour cela? Est-ce que votre âme est assez mûre? Parce que si on vit une vie de con ou une vie de méchant, on ne peut pas s'attendre que notre âme est très proche de nous et on ne peut pas s'attendre que notre âme peut évoluer et avec elle, notre âme de la forme physique également. Non, ça ne se peut pas. Et pour ça, l'unité d'élévation, non, l'unité d'amélioration verticale ou les autres ne marchent pas et on ne peut pas acheter un billet. Alors, si on regarde tout ça de proche, et j'avais même une réaction d'un hispanophone sur notre dernier bulletin, ce bulletin-là, où il rigolait en disant « Ah, mais finalement, pour utiliser cette technologie-là, ça prend qu'on est tellement rendu loin qu'on n'a pas plus vraiment besoin de la technologie. » Et là, je ne savais pas si c'est une bonne ou une mauvaise joke. Et après, je trouvais c'est une très, très bonne joke parce que c'est comme ça. Alors, il faut être vraiment prêt à mourir. Hein? Alors, j'ai une fois, Basha m'a donné comme cadeau de mon anniversaire un saut en parachute. Donc, on est allé dans un petit aéroport avec une petite machine. On est monté à peut-être pas 40 000 pieds. Et là, on devrait sauter. On devrait sauter. Mais là, c'est tellement loin la Terre. Il n'y a rien là. La seule chose que tu peux toucher tangible, c'est les morceaux de petits avions. Et là, on saute en tandem. C'est-à-dire, il y a quelqu'un derrière toi qui, si tu ne le fais pas, va te faire sauter. Et il va aussi actionner le parachute au bon moment. Mais la première partie qui est subjectivement très, très, très longue, c'est la chute libre. Et
j'ai adoré. Le moment quand tu es dans la porte de l'avion, tu es encore accroché et il te laisse choisir le moment. Ce moment est pure bliss. C'est une béatitude. Tu te laisses tomber dans le néant parce que tout est trop loin. C'est comme irréel. Il n'y a rien, pas de pensée. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et la chute libre aussi, parce que c'est super silencieux, parce que tu, euh, tu bouges avec, tu propulses pas vraiment. Tu juste tombes, free fall. Et le sentiment est comme sans gravitation. Je crois que c'est pas très long, c'est peut-être 15 secondes ou 10 secondes, c'est pas très long, mais le sentiment était comme waouh, ça dure, ça dure. Et tout à coup, le parachute ouvre et ça te arrache vers en haut. Tu as l'impression d'être soulevé par une force gigantesque vers en haut. Ça fait pas mal, mais c'est brutal, je trouvais. Parce qu'avant, il y a du bruit. Le vent, tout à coup, ça fait un bruit infernal. Et après, c'est comme une gondole, une balançoire pour les enfants, mais des enfants qui sont plus grands. Et tu t'approches tranquillement de la terre. Et à un moment donné, juste comme 3, 4 mètres avant, tu commences à courir, que tu cours pendant que tu touches la terre et tu ne tombes pas trop. Et voilà, c'est tout. Et là, il y a, j'imagine, des personnes, tout d'abord, il y a des personnes qui ne veulent pas faire ça. Deuxièmement, il y a des personnes qui veulent faire ça, mais c'est quand même le moment de peur supersède le moment d'excitation ou d'être ravi. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas on ne peut pas lâcher prise. Et ça me rappelle justement Stefania, qui est aussi italienne, de la langue italienne. Elle faisait partie du Mojang expérience avec Monsieur Kirsch. Et ils avaient une expérience que je vous ai racontée après qu'elle l'a partagée dans les émissions de la Fondation Kirsch. Euh, ils étaient assis, donc c'était une façon de voler par l'âme. Et ils faisaient des exercices avant et M. Kirsch expliquait exactement et tout ça. Donc, il y avait une grande préparation et le moment crucial où elle a senti comme un mouvement qui veut s'emparer de elle. Elle ne pouvait pas lâcher. Donc, elle l'évitait pas. Elle ne pouvait pas voler. Et elle disait clairement, la seule raison pourquoi je ne pouvais pas lever, c'est parce que j'avais peur. Et pourquoi on a peur? Parce qu'on a peur de perdre le physique auquel on est tellement habitué. Alors, moi, je fais la comparaison avec le parachute et tout ça, mais je peux pas dire non plus ou affirmer à 100% une fois dans l'unité d'amélioration verticale, je vais être capable de voler ou pas. Parce que ça prend vraiment ce détachement. Mais peut-être ce détachement se fait justement quand les deux champs, le champ de libre arbitre ou du rationnel, est équilibré avec celui de l'âme, parce qu'à ce moment-là, le libre arbitre peut faire
entièrement confiance à l'âme sur le plan viscéral, c'est-à-dire dans le senti et pas dans le rationnel. Et là, peut-être ça peut aller quand même. Néanmoins, ce détachement, c'est une bonne chose à apprendre. Donc, nous pouvons, on a encore 220 jours, genre, pour nous préparer, dans le sens que si quelqu'un nous demande, veux-tu voyager avec ton âme? C'est la même question que, es-tu prêt à mourir? Donc, ça parle du détachement de toutes les choses que nous possédons, incluant notre corps et incluant également notre mental, qui est composé de tous les souvenirs qu'on a accumulés depuis qu'on est conçu. Et peut-être mélangé avec des choses qu'on a appris même avant. Selon les bouddhistes, les gens qui s'intéressent à la spiritualité aujourd'hui ont au moins 1500 vies déjà derrière eux. Ça, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle parce qu'on est très expérimenté. La mauvaise nouvelle, on n'est pas tellement expérimenté parce qu'on fait la même gaffe de mourir si on fait ça encore une fois, pour la 1501e fois. Ça, c'est pas très bright, pas très bonne nouvelle. Mais tous les maîtres, surtout les maîtres soufis et les maîtres comme Osho, Eckhart Tolle, tout ça, ils ont donné des discours sur l'art de mourir. Osho a appelé ça Die Before You Die. C'est emprunté du monde soufi. Ça ne veut pas dire se suicider, ça veut juste dire de faire la paix, d'explorer la mort pendant qu'on est vivant pour remplacer les fausses croyances de notre conscience collective par les vraies connaissances qu'on peut faire en investiguant la mort. Ça va dans beaucoup de sens, ça va on vit dans une méditation guidée, par exemple, sa mort. On voit les gens, les proches, s'approcher à notre chevet et ils nous donnent les derniers adieux. Après, on sent que nos mains et nos pieds deviennent tout froids et après, le cœur s'arrête à battre et après, le corps devient de plus en plus rigide. Les croque-morts arrivent pour prendre le corps, pour mettre dans le frigo. Après l'enterrement où on est brûlé, incinéré et tout ça, de visualiser ça pour trouver est-ce que c'est vraiment extraordinairement peureux, épeurant ou c'est comme une expérience, comme peut-être s'endormir? Ou quand on va à l'hôpital pour une opération avec une anesthésie complète, c'est la même chose. On perd conscience, on quitte le plan matériel. Alors, si vous cliquez sur l'image Mourir avant de mourir, vous avez accès à un livre de Osho qui travaille beaucoup sur la peur de la mort et qui peut nous aider à nous outiller un peu plus pour explorer cette expérience, entre guillemets, ou cette expérience de la mort physique avant de mourir.
C'est un livre que ça vous ouvre le livre chez Amazon France. Donc ça, c'est une façon et peut-être vous avez d'autres maîtres spirituels ou connaissances spirituelles que vous pouvez demander. C'est une bonne idée que je trouve, surtout parce que c'est Halloween et c'est la fête Toussaint et la fête tout ça là, qui se célèbre sur les cimetières. La mort est comme proche dans notre culture et pourquoi pas s'occuper au moins pour trouver est-ce que j'ai vraiment peur de la mort ou pas. Il y a aussi probablement des groupes spirituels qui sont offerts pour faire cette expérience-là. Vous allez trouver ce qui est très bien ou le meilleur pour vous si vous avez le goût de faire cela. Donc, la question qui reste, êtes-vous prêt? Et à ce moment-là, vous pouvez choisir l'une ou l'autre façon de voler, une ou autre unité d'amélioration, comme j'ai dit en avant. Pour la fin, j'ai rajouté un petit bonbon parce que là, j'ai oublié son nom, mais son nom est écrit dans le bulletin PDF. Il a publié sur Plasma Laurentide. Il s'occupe beaucoup de respiration, de comment notre respiration peut changer des états. D'ailleurs, on peut faire une expérience autour de la mort avec rebirthing, cette respiration très rapide que vous trouvez si vous habitez une ville, il y a sûrement quelqu'un qui est thérapeute en rebirthing qui peut vous aider à faire cette expérience-là. Et alors, cet ami-là, il a cité Grigory Grabovoi qui disait votre conscience s'exprime par votre corps et vos mains en particulier. Donc là, je voulais remettre un peu pourquoi on a des mains. Pourquoi avons-nous des doigts? Alors, si on voit notre main et on se pose, qu'est-ce que je fais la plus souvent avec mes mains? La réponse qu'on va trouver, je crois, le plus souvent, c'est faire des choses. Je fais de la cuisine, j'écris, je caresse des gens, je me caresse moi-même, je fabrique, je arrache, je fais plein de choses. Je manipule. Manipuler, ça vient du mot main. Hein? Et l'autre, la façon, ça c'est la façon qu'on connaît. La façon un peu plus inhabituelle proposée par la Fondation Kirsch et la science de Eden est que les doigts, en fait, on peut faire des choses, oui. Si on est inspiré à faire, on se laisse libre cours. Mais de l'autre côté, c'est aussi à explorer que, au fond, nos doigts sont des antennes qui nous laissent interagir avec la réalité sur le plan de transition et fondamental au-delà de la manipulation sur le plan matériel. Donc, on connaît beaucoup, on pointe avec le doigt, et quand on voit la petite fille pointer avec le doigt, on pourrait sentir une énergie sortant du doigt. Et je me rappelle quand j'étais petit, mes parents me disaient, on ne pointe pas avec un doigt nu à des gens habillés. Ça veut dire que
quand on pointe quelqu'un avec le doigt, la personne le sent. C'est-à-dire, il y a effectivement une énergie qui sort comme d'une antenne. La deuxième image et le reste des images, c'est des situations où les mains sont utilisées comme par un magicien, par un être spirituel ou par un être aimant pour véhiculer quelque chose sur le plan de transition, c'est-à-dire énergétique et non matériel. Et là s'inscrit le mot hindou qui est mudra. Un mudra, c'est un geste qu'on fait avec son corps ou surtout avec ses mains. Vous avez à gauche le mudra pranayama, je crois. Je me rappelle pas exactement parce que je pratique pas ça. C'est et Monsieur Kesh me rappelle, il parlait aussi de quand vous avez votre main descendue, quel doigt pointe où, ça ça vous laisse beaucoup comprendre sur votre personnalité. L'image à droite, vous voyez une main déformée d'une vieille personne par la traite et l'arthrose et elle ne peut plus ouvrir vraiment sa main. Donc, c'est comme aussi un mudra qui s'installait au fil des années par un comportement qui suivait plus les croyances collectives que les connaissances. Donc, de cette manière, c'est important de aussi pour éviter d'avoir des mains maganées comme ça à la fin de notre vie, d'utiliser nos mains sur le plan de transition est fondamental aussi et ne pas seulement être limité à utiliser nos mains sur le plan physique. Et là, je vous ai mis les contributions de M. Kesh. À un moment donné, il a pris la coupe de la Terre et il nous a enseigné les équivalents entre les doigts et les différents étages de la coupe de la Terre. C'est-à-dire, le pouce est lié au Créateur, l'index est lié à la création, c'est-à-dire l'inertie de la Terre, l'âme de la forme physique. Créateur, c'est aussi l'âme. Comme ça, quand on dit OK, thumbs up, quand on pointe, c'est la volonté, c'est l'âme de la forme physique, le libre arbitre et tout ça, la personnalité. Et le troisième majeur s'appelle peut-être en français, je ne me rappelle pas. Il représente notre soi. Le annulaire représente l'inertie de la Terre et le petit doigt représente l'âme de la Terre. Grigory Krabovoy, j'ai trouvé comme vite fait 3. Les plantes, ça pas les mains, mais bon, les plantes-pieds, c'est notre connexion avec la création. Le petit doigt de la main droite, c'est notre connexion à la création d'une façon harmonieuse, c'est-à-dire en harmonie avec la terre que nous portons à l'intérieur de nous. Et la troisième image, c'est quand on a des frustrations sexuelles, on devrait se concentrer pour traiter ça de la façon grabovoyenne en se concentrant sur l'index de la main droite. Voilà, vous pouvez expérimenter un peu
plus avec ça pour que nous pouvons nous habituer à d'autres niveaux de l'existence et à nous faciliter un peu le chemin hors de identification et attachement au plan matériel. Donc, toute cette multiplication était sur l'attachement et le détachement en même temps. C'était pas très long. C'est aussi bon des fois que ce n'est pas très long. Et je vous remercie beaucoup pour votre tolérance, votre collaboration, amour et attention pour élever notre âme collective et remplacer les fausses croyances par des vraies connaissances de notre conscience collective qui est responsable pour notre perception individuelle aussi. Donc, encore une fois, merci beaucoup et je vous laisse le microphone pour des questions et des commentaires. Merci.